C'est au tour de Julien Dubois de venir parler. Alors, je vais l'inviter. Julien Dubois. Ah, tac. Déjà, je te vois. Et voilà, t'as vu, ça marche tout seul. Incroyable, bonjour à tous. On t'entend pas, Julien. Oh, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ah bon. D'accord, ouais, écoute, c'est bien fait. Je sais. Et maintenant, il faut que je trouve aussi qu'on partage mon écran. En Ah, bas, ça va, bas, c'est t'as share facile. screen. Voilà. C'est facile, ah, bah, c'est extraordinaire. Bon, on comprend au montage, hein, bien sûr. C'est ça. Donc, je te laisse la main, Julien, pour présenter ton sujet Spring Boot dans le cloud, pardon. Oui. À tout. Merci beaucoup. Et ben, bonjour à tous, je suis ravi d'être à Cloud Nord. Alors moi j'ai des origines du Nord, hein. Je suis enfant de ch'ti, on va dire. Donc je suis très heureux d'être parmi vous et de parler du cloud, qui est mon métier dans le Nord, là où sont mes origines. Donc voilà, je suis Julien Dubois. Sur Twitter, vous pouvez me suivre, @Julien Dubois. Je suis assez actif sur Twitter. Mon rôle actuel, donc je suis manager de l'équipe Java Developer Advocacy chez Microsoft. Donc, pardon, hop. Et donc, je vais me présenter un petit peu plus pour les gens qui me connaissent d'habitude. Généralement, on m'appelle Monsieur Gipster parce que c'est, on va dire, le produit open source. Je suis Bon, j'ai fait pas mal de choses. Je bossais chez Spring, en l'occurrence, qui est aussi le sujet d'aujourd'hui, donc comme quoi tout se tient. Je suis créateur et principal, toujours développeur de Gipster. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Gipster, c'est un accélérateur de projet. Alors, à l'origine, Spring Boot, donc le sujet d'aujourd'hui. Après, Gipster, aujourd'hui, c'est un projet assez colossal. On supporte bien plus que Spring Boot. Dans la sphère Java, on supporte aussi Quarkus et Micronaut. Et on supporte aussi du .NET ou du Node.js, donc d'autres langages. Donc, Gipster n'est pas du tout lié, enfin, n'est pas du tout spécifique à Spring Boot aujourd'hui, mais c'est de là d'où on vient et c'est ce que font, je dirais, 95% des utilisateurs. Et c'est là-dessus sur lequel je m'appuie généralement, donc entre autres pour ce talk, puisqu'on va parler de Spring Boot. Grâce à Gipster, j'ai une expérience de Spring Boot qui est très ancienne, mais avec Gipster, j'ai le retour de, je dirais, dizaines de milliers de projets qui utilisent du Spring Boot dans le cloud, qui est le sujet d'aujourd'hui. Gipster a un support de nombreux clouds, pas que d'Azure. Je fais tout de suite le lien avec le point d'après, donc je travaille évidemment dans l'équipe engineering d'Azure. Sur le talk d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Azure parce que il faut bien un exemple, hein, il faut bien une implémentation. Beaucoup de choses dont on va parler sont, j'allais dire, génériques à tous les clouds. Après, il y a des choses spécifiques à Azure dont on va parler. Probablement, votre cloud a un équivalent. Et si on n'a pas, peut-être qu'il faut se poser des questions d'ailleurs sur votre cloud. Enfin, en tout cas, c'est une discussion à avoir. Et oui, juste pour finir, donc dans la vie de tous les jours, donc je suis responsable de l'équipe Java Developer Advocacy chez Microsoft. Alors, c'est essentiellement sur Azure, mais Microsoft, c'est pas que Azure, il y a du Java dans plein d'autres choses, hein. Moi, j'aime bien parler de LinkedIn. LinkedIn, c'est Microsoft, hein. Minecraft, c'est du Java. Yammer, il y a plein d'autres projets, produits Microsoft qui sont en Java, il n'y a pas que Azure. Après, dans la pratique, moi, je fais quand même surtout du Azure. Et mon rôle est de mettre en relation l'équipe engineering, dont je fais partie, et les développeurs, donc on va dire vous. Donc c'est une communication, je dirais, bidirectionnelle, hein. C'est vous montrer ce qu'on propose, ce que d'ailleurs on va faire entre autres ici, mais aussi écouter vos retours pour modifier Azure en fonction des questions, des besoins des gens. Donc c'est aussi pour ça que je suis très partant pour tout ce qui est chat. Attendez, je vais regarder le chat. Voilà, on a un chat avec des Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Probablement vers la fin du talk, parce que là, je vois qu'avec les écrans, c'est pas très, très pratique. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est PowerPoint, hein, encore un outil Microsoft. Hein, j'ai un peu de mal avec. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler exactement aujourd'hui? On va parler de Spring Boot dans le cloud, comment l'exécuter dans le cloud. On va voir qu'il y a différentes manières de faire. On va parler des outils et des librairies qui sont disponibles. Alors, pas toutes, hein, mais les principales. On va parler de déploiement automatique et on va parler de monitoring et de sécurisation de la prod. Et j'allais dire d'un tas d'autres sujets parce que j'ai une quarantaine de slides. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, donc on parle Spring Boot dans le cloud. On va déjà voir les options disponibles pour déployer Spring Boot dans le cloud. Alors, à nouveau, ça c'est une slide Azure, mais c'est quelque chose de générique. La plupart des clouds ont quelque chose d'équivalent.
J'aime bien apprendre parce que c'est notre slide officiel, donc ça montre un petit peu la vision d'Azure sur le déploiement d'applications Java et Spring dans le cloud. Ça va de la gauche, ce qui vous donne le plus de contrôle, à la droite, ce qui vous donne le plus de productivité. Donc, plus de contrôle, c'est un IaaS, des machines virtuelles. Au milieu, il y a tout ce qui est PaaS, conteneur as a service, et à droite, il y a tout ce qui est plateforme as a service. Je vais détailler juste après. Là, c'est juste pour donner une overview. Plus vous avez du contrôle, forcément plus vous pourrez faire de choses, on va dire, spécifiques, et plus peut-être vos ops seront contents, en tout cas, ils auront plus de travail. Plus vous allez vers la droite, plus vos développeurs seront aidés, donc généralement, plus vos développeurs sont contents. Après, c'est un choix, ça dépend de vos besoins. C'est pour ça qu'on va un petit peu détailler. Déjà, les VM, alors là pour le coup, tous les clouds ont quelque chose d'à peu près équivalent. Tous les clouds proposent des VM. Peut y avoir des petites différences d'un cloud à l'autre parce que des fois il y a des OS qui ont des variantes particulières. Certains clouds font des OS spécifiques pour eux parce qu'ils ont une extension particulière, ils ont une sécurité particulière. Donc vous n'aurez peut-être pas un Ubuntu normal, mais une petite variante. Mais grosso modo, tout le monde va avoir pareil. Chez Azure, ça s'appelle Azure VM. Je vais dire, c'est pas très original. Heureusement, en même temps, il y a des concurrents qui mettent des noms. Je cite pas de concurrents à 3 lettres. Mais il y a des concurrents qui ont des noms très originaux, on n'y comprend rien. Mais au moins, on a des noms simples. Donc Azure VM, c'est des VM sur Azure. On a évidemment du Linux et du Windows, Microsoft. Ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous avez un contrôle total, donc vous installez ce que vous voulez dessus. Ce qui est aussi moins bien, c'est que c'est à vous de maintenir. Donc nous, c'est ce qu'on appelle une responsabilité partagée chez nous. C'est-à-dire que nous, on fournit l'infrastructure, on fournit des data centers, on est le cloud qui a le plus de régions dans le monde. Et on a des data centers, j'allais dire, extrêmement protégés. Vous savez, c'est connu qu'on a un gros contrat avec l'armée américaine, enfin, des gouvernements, etc. Donc, on a des data centers qui sont protégés avec, j'allais dire, des gardes armés partout et des barbelés. Ça, c'est notre boulot. Par contre, à partir du moment où c'est vous qui maintenez votre OS, imaginez que vous ne patchez pas votre OS, que vous installiez Telnet, parce que c'est plus simple de se connecter en Telnet, eh ben ça, c'est votre problème. Et donc, vous pouvez vous faire hacker parce que, effectivement, vous ne maintenez pas, vous faites n'importe quoi sur votre OS. C'est normal, c'est une responsabilité partagée. Et là, votre responsabilité, c'est de maintenir votre OS et vos services dessus. Donc ça, c'est, je dirais, le truc classique. Si vous voulez faire du Spring Boot dessus, on n'oublie pas que le sujet, c'est Spring Boot dans le cloud. Si vous voulez faire du Spring Boot dessus, il y a différentes manières de faire. Là, étant donné que vous installez ce que vous voulez, j'allais dire qu'il n'y a pas de problème particulier. Là, je reprends ce qu'on a sur start.gipster.tech, enfin ce qu'on a eu pendant longtemps. Et alors, je me suis rendu compte qu'en plus, ce bout de code n'était pas open source. C'est un des rares trucs que j'ai jamais distribué sur Gipster. Pourquoi? Justement parce que comme c'est une machine virtuelle et qu'on installe comme on veut, on voit que moi, ce que j'ai installé, vous voyez le exec start, moi j'installe mon war bêtement dans home/jdubois /jonline.war. Franchement, je fais un SCP, je le balance dessus. Il y a très très longtemps, bien avant tout ça, honte à moi, je le déployais avec Dropbox. Tiens, je mettais un lien public et je faisais un curl, pardon, et je le chopais. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut, ce qui est bien et pas bien à la fois. Là, ici, c'est à vous d'installer correctement votre service Spring Boot, qui, dans ce cas-là, va fonctionner. Donc, on a eu ça pendant des années sur start.gipster.tech. Donc, start.gipster.tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre service en ligne sur Gipster pour générer votre application en ligne. On a des dizaines de milliers de projets qui ont été faits avec, centaines de milliers même maintenant. Donc ça marche très bien. On a longtemps fait comme ça. Après, pourquoi est-ce qu'on fait plus ça? C'est parce qu'il y a la deuxième solution, les conteneurs Docker. Pourquoi les gens vont faire ça? Parce que c'est une virtualisation. Alors, souvent on dit que c'est une virtualisation plus légère. C'est pas forcément l'esprit coût là-dessus. Faut voir après le coût des offres. Moi, je n'irai pas plutôt sur le coût. C'est plutôt, on vous propose une virtualisation qui toujours donne beaucoup de liberté. On installe ce qu'on veut. Pareil, par exemple, vous installez la JVM que vous voulez ici. Mais vous avez quelques contraintes. Là, par exemple, l'OS, vous êtes sous Linux. Si vous voulez passer sous Windows, votre conteneur ne va pas être portable. L'intérêt surtout ici, c'est les développeurs, parce que c'est plus simple à faire tourner en local, à tester, et c'est plus simple à distribuer. C'est pour ça que mon lien que je donne après, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus sur start.gipster.tech il y a, je dirais, 2-3 mois. C'est pas très vieux.
Donc, on a une image Docker de Gipster Online. Si vous allez sur le lien, vous allez voir, on a déjà, je sais plus, 1300 downloads. Donc, c'est bien plus simple pour nous de distribuer le projet, pour vous, pour l'installer et nous de le faire tourner. Donc, au global, j'allais dire, on y gagne au prix de quelques contraintes qui sont très mineures. Donc, c'est ce que vont faire la plupart des gens. Avec Spring Boot, je repars toujours sur mon thème, comment est-ce qu'on déploie Spring Boot là-dedans. Il y a plusieurs manières. Là, j'ai mis les deux principales et mes deux favorites, mais ce ne sont pas les seules. Vous avez Jib, donc, qui est un projet Google, qui d'ailleurs pendant longtemps a été fait par David Gajour. Alors, comme il a changé de boulot, je ne sais pas s'il continue à faire ça, mais comme on est chez Cloud Nord, j'aime bien dire quand il y a des Français sur un projet. Donc là, en l'occurrence, c'était un Français. Et donc Jib, c'est ce qu'on utilise sur Gipster partout. Tous les projets Gipster sont faits avec Jib. En gros, c'est un plugin Maven qui vous permet de générer une image Docker depuis votre code Java. C'est très sympa parce que ça n'utilise pas Docker. Enfin, vous n'avez pas besoin du démon Docker. Il y a deux manières de faire. Mais en fait, faire une image Docker, c'est aujourd'hui un standard et ils ont réimplémenté ça en Java. Donc, vous pouvez faire votre image Docker sans Docker, ce qui simplifie la vie de pas mal de monde. Alors, nous, sur Gipster, le problème, c'est qu'il y a toujours des gens, ils n'ont pas assez les Docker, ils ne savent pas faire. Grâce à ça, ils font leur image sans même comprendre, ce qui est bien plus simple. Pour ça que moi, j'aime beaucoup Jib, ça nous a pas mal aidé sur Gipster. Après, ça a quelques petits soucis par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça que je passe au deuxième point, à Buildpacks. Donc, si vous êtes sur buildpacks.io, c'est un projet qui aujourd'hui est relativement ancien, qui a été fait par Heroku à l'origine. Donc, Heroku, qui est un fournisseur de passes très connu. Ça a été repris ensuite. Maintenant, c'est dans la fondation, je crois que c'est CNCF. Donc, Cloud Foundry l'utilise aussi. Et maintenant, sur Azure, donc là où je travaille, on commence aussi à l'utiliser dans certains services. L'intérêt de Buildpacks, c'est que vous poussez votre code Java et c'est le cloud qui le build. Il y a deux choses qui vont être intéressantes par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure avec Jib. La première chose, c'est qu'il va mieux le découper en couches. Alors ça, c'est proposé en fait par Spring. Spring a un support de Buildpacks. Typiquement, il va faire des couches pour une couche pour votre librairie et une couche pour votre app. Et vos librairies changent moins souvent que votre app. Donc, on peut penser que ça va être mieux fait. Donc, vous aurez peut-être un petit gain de perf aussi. La manière dont c'est fait, c'est peut-être un petit gain de perf. Donc, ça, c'est mieux. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça va faciliter la maintenance, parce que là, c'est le cloud qui pousse typiquement ici le JDK. Donc, si je parle sur Azure, à nouveau, c'est mon implémentation, mais ils font tous pareil. Donc, sur Azure, on vous pousse un JDK qui est celui d'Azure System. On a un accord avec eux. Donc, c'est Zulu en version commerciale. Ça veut dire qu'on a un JDK qui est supporté par un éditeur avec qui on travaille. Nous-mêmes, on participe au JDK, d'ailleurs. Ça veut dire que s'il y a une faille de sécurité, on va la patcher pour vous, on va mettre à jour l'image pour vous, donc vous n'aurez rien à faire, alors qu'avec Jib, c'était à vous, c'est vous qui dites j'utilise tel JDK, telle version, donc quand il y a une nouvelle version, c'est à vous de mettre à jour. Donc déjà, en termes de maintenance, c'est plus léger, mais aussi s'il y a une CVE, quelque chose comme ça, nous, étant donné que là, on est sur des parties, j'allais dire, commerciales, on va être au courant des CVE avant qu'elles soient publiques, on peut peut-être corriger et patcher avant même que ce soit public, ce que vous ne pouvez pas faire évidemment vous-même. Donc, l'utilisation de Buildpack a un intérêt en termes donc, de perf à cause des couches, mais aussi un intérêt en termes de maintenance parce que on va gérer pour vous, j'allais dire les couches basses, typiquement JDK, ce qui peut toujours poser problème. On parle de Docker, alors là je parle d'image Docker simple. Quand on parle de Docker, tout de suite on veut parler de Kubernetes. En fait, sur Azure, comme sur la plupart des grands clouds, il y a, je dirais, deux manières de faire tourner Docker. Soit vous faites tourner votre image Docker elle-même simple. En fait, on a deux services qui font ça. On a Azure Container Instance, donc c'est vraiment juste pour des images Docker. Et Azure App Service, on va en parler juste après, c'est notre pass. Mais sur notre pass, on peut aussi faire tourner une image Docker. Alors, ce n'est pas deux services concurrents, et ce n'est pas exactement la même chose, mais disons qu'il y a deux manières chez nous de faire tourner une image Docker simple. Et ensuite, si vous voulez faire du Kubernetes, comme tous les grands clouds, on a une offre Kubernetes disponible qui s'appelle Azure Kubernetes Services. Chez nous, c'est développé par Brendan Burns, qui est le co-créateur de Kubernetes, qui est un mec super sympa. J'ai bossé avec lui il n'y a pas longtemps, donc j'en pense que du bien. Et donc, Kubernetes vous permet effectivement d'orchestrer différents services Docker, je dirais de manière normale, et sur Azure Kubernetes Service, entre autres grâce à Brendan, je dirais il y a deux choses. Déjà, on l'a amélioré par rapport à ce qu'il y a par défaut. On a un cloud très élastique, on peut rajouter des nœuds à chaud, etc. Et très sécurisé. Il y a une intégration Active Directory, Microsoft Active Directory, pour sécuriser vos déploiements, donc si vous n'avez pas par défaut.
Et la deuxième chose qui est intéressante, on a, alors, je ne sais pas combien de personnes dans l'équipe de Brandon, il doit être 500, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui participe à Kubernetes. Donc on est aussi sur un Kubernetes, j'allais dire, on n'est pas simplement en train de l'installer, d'essayer de le maintenir, on participe activement au développement et on le met à jour aussi de cette manière. Donc vous avez un Kubernetes qui est quand même, j'allais dire, de grande qualité en termes de maintenance. Voilà. Je passe maintenant à la troisième solution. Donc, on a parlé des VM, on a parlé des conteneurs. La troisième solution, c'est les plateformes as a service. Donc là, c'est là où vous avez le moins de contrôle, mais en échange, vous avez plus de productivité. Donc, leur objectif, c'est de fournir des outils pour déployer, scaler, sécuriser, monitorer votre application automatiquement. C'est très sympa. Vous perdez un peu de contrôle, mais en échange, vous avez plein de fonctionnalités qui arrivent. Sur Azure, on a plusieurs implémentations. Donc, pour ça, je passe un petit peu pour aller direct sur les implèmes. On a Azure App Service, qui est un service qui est entièrement géré. Donc là, votre application Spring Boot, c'est très simple. Hein, vous filez le jar exécutable et ça l'exécute. Donc, c'est la manière la plus simple, j'allais dire, d'exécuter Spring Boot dans le cloud. Sur la plupart de mes démos les plus simples, c'est ce que je fais. Et sur Gipster, c'est ce qu'on a par défaut. Parce que simplement, vous donnez le jar et c'est géré. On supporte aussi les WAR et les EAR. On a un partenariat très fort avec Red Hat. Donc, on a support de JBoss, version entreprise, aussi là-dessus. Alors, à chaque fois, sur Azure, vous avez des versions open source, mais on a des partenariats avec les éditeurs, hein, parce que bon, voilà, c'est de la prod. Donc, on essaie d'avoir des choses un peu sérieuses. L'intérêt d'Azure App Service aussi, c'est que là, également, votre OS et votre JVM sont gérés. Donc, l'OS, soit un Linux, soit un Windows, et les JVM. Normalement, c'est toujours Zulu. Alors, si vous arrivez à la changer, je ne sais plus si c'est possible, mais je pense que c'est toujours Zulu parce que, pareil, c'est une JVM qui est managée. Et elles sont, bien sûr, c'est autoscalable et sécurisé. Alors, auprès de quelques limitations, j'en cite toujours une, typiquement le réseau. Il ne faut pas faire, je sais pas, du broadcast pour que vos nœuds se retrouvent automatiquement. Ça n'a pas fonctionné, c'est sécurisé, donc il y a quelques limitations. Vous voulez installer, je ne sais pas, du code natif. Ah bah là, ça ne va pas marcher. C'est forcément que du Java. Donc, il y a quelques limitations, mais je dirais pour des personnes normales, il ne devrait pas y avoir de soucis. Deuxième solution passe, comme on est sur Spring Boot dans le cloud, deuxième solution passe Azure Spring Cloud. Donc, ça, c'est une solution spécifique Spring sur Azure. Donc, comme le thème de ma conf, c'est Spring dans le cloud, on est pile dedans. C'est quelque chose qu'on développe conjointement avec VMware, donc avec les gens qui font Spring. On travaille avec eux depuis plus de 2 ans maintenant, 3 ans maintenant, sur cette partie-là. Donc là, c'est vraiment un cloud spécifique pour Azure, pour Spring. Je crois que c'est le seul public. En tout cas, c'est le seul fait avec VMware. On propose dessus des services spécifiques pour Spring, typiquement un serveur de config, Spring Cloud Config, un registre de services, en l'occurrence pour l'instant c'est Eureka. C'est les versions entreprises fournies par VMware qu'on héberge et qu'on maintient pour vous. Donc pareil, c'est maintenu, c'est des clusters, c'est sécurisé. Donc là, pareil, on disait tout à l'heure plus de contrôle contre plus de productivité. Ici, typiquement le Spring Cloud Config, vous n'avez pas à l'installer, vous n'avez pas à mettre en cluster, vous n'avez pas à mettre, je sais pas, du SSL dessus. C'est fait pour vous. Par contre, moins de contrôle. Vous voulez une version spécifique du serveur de config, c'est pas possible. C'est nous qui le maintenons. Vous n'avez pas accès. C'est un choix. Après, j'allais dire ici pour des gens qui veulent partir vite sur le cloud avec du Spring, c'est, je dirais, le plus simple, le plus productif. Et en plus, c'est fait conjointement avec les gens qui font Spring. Donc, vous avez un support qui est quand même, j'allais dire, très, très correct. Troisième, alors c'est ma dernière solution sur le pass, hein, sinon pas aller loin. Dernière solution, tout ce qui est serverless. Sur Azure, on a un support du serverless avec Azure Functions. Comme ici, je parle Spring, je vais plutôt parler Spring Cloud Function. Donc, Spring Cloud Function, c'est une abstraction des différents systèmes de serverless fournis par Spring. Donc, ça fonctionne aussi avec Google et Amazon, typiquement, pour pas citer de concurrents. L'intérêt de Spring Cloud Function, c'est que, comme dans les anciens temps, avec Spring, vous avez une abstraction au-dessus d'une implémentation. Donc, vous êtes portable. Donc, on travaille avec eux régulièrement. On a pas mal de réunions avec eux. L'intérêt de passer sur le serverless, c'est que ça va être très peu coûteux et très scalable. Alors après, effectivement, si vous scalez beaucoup, c'est des choses qui peuvent se discuter, mais je dirais de base, vous allez avoir quelque chose qui ne vous coûte rien et qui va être scalable, j'allais dire, infiniment.
C'est très sympa. On a un support de la JVM. Alors, tout ce que je disais avant, hein, la JVM supportée avec Zulu, etc., tout est supporté évidemment sur Azure. Et on a un support actuel en cours de, je dirais, de travail sur GraalVM. C'est moi qui bosse dessus. Donc, si vous cherchez des exemples, on pourra en parler dans le chat. C'est moi qui fais les exemples dessus. J'ai déjà du GraalVM, c'est-à-dire du Spring Boot compilé en GraalVM qui tourne sur Azure Functions. Ça marche bien. Après, j'allais dire, ça tient peut-être pas toutes les promesses auxquelles on voudrait s'attendre aujourd'hui. Enfin, il y a de quoi discuter. Là, je vais dépasser le cadre de cette petite session. Mais je dirais, voilà, on a un support de la JVM et un support de GraalVM qui est déjà fonctionnel, mais qui est, j'allais dire, comme tout, optimisable. Je regarde vite les questions. Il n'y a pas de questions, c'est formidable. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Ça m'évitera de regarder pour rien à côté. Passons à un petit exemple de Spring Cloud Function, un peu de code, parce que Spring Cloud Function, souvent les gens me posent des questions dessus, parce que c'est quand même moins connu. En fait, c'est, on va dire, vous avez un adaptateur qui vous permet de faire tourner votre fonction Azure Function comme une application Spring Boot. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est que j'ai une annotation add Spring Boot application, comme toute application Spring Boot. Et après, ça exécute une fonction. On va dire c'est un bin Spring, mais c'est exécuté dans Azure Function. Donc, ça va bénéficier de la scalabilité d'Azure Function et de l'API Spring Boot. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Bon, la petite limitation, si on va aller quand même chercher dans le détail, c'est vrai que là, si vous voulez du Hibernate, un cache de deuxième niveau, etc., c'est peut-être pas très adapté à un mode de développement de serverless. Donc, c'est peut-être aussi à vous d'avoir quelque chose d'un peu léger ici. Ça, je dépasse un peu le cadre de cette session. Non, un petit point parce qu'on parlait Spring Boot dans le cloud, ce qui est quand même très important ici, c'est que votre code Spring Boot fonctionne de la même manière sur, ici Spring Boot Cloud Function, tout à l'heure sur Azure Spring Cloud, sur Azure App Service, sur nos différents passes, votre code fonctionne de la même manière et sur, en fait, même la même JVM. Donc, vous avez quelque chose qui est très portable. À vous ensuite d'étudier ces différents services pour voir lequel est le mieux adapté à votre besoin. Mais ce qui est super ici en tant que développeur Spring, c'est que votre code Spring fonctionne partout. Donc, vous savez déjà développer pour ces services-là. À vous on regarde ensuite le mieux adapté à votre besoin. Ce qui me fait arriver un petit peu sur les choses plus compliquées. Pour l'instant, ce dont je parlais, c'était des Hello World. C'est-à-dire qu'on déploie une application Java dans ma VM, dans mon conteneur, c'est super, mais une vraie application, elle n'est pas toute seule. C'est pas un Hello World, elle va parler à d'autres services. Première chose qu'on propose là-dessus, alors, on propose ça sur Azure, on n'est pas les seuls à proposer ce genre de choses, à nouveau, là c'est mon implémentation, mais il y a d'autres fournisseurs de cloud, type Google ou Amazon, qui ont le même genre de choses. Je parle pour les gros clouds, parce que c'est quand même du boulot. Nous, on propose donc des starters Spring Boot pour Azure. Alibaba, on a aussi les 4 ou 5 gros clouds, donc quelque chose d'équivalent. Nous, on travaille là-dessus avec VMware depuis maintenant plus de 4 ans. On a un certain nombre de services Azure qui sont disponibles sous forme de starter Spring Boot. Ce qui est intéressant en tant que développeur Spring, c'est que du coup, vous savez déjà les utiliser. C'est la partie auto-configuration de Spring Boot, ce qu'on a tout le temps quand on est développeur Spring. Donc là, vous avez des starters spécifiques Azure. Vous les mettez dans votre pom.xml et il y a quelques clés de configuration, généralement dans votre application.yaml ou application.properties. Vous avez quelques clés de configuration spécifiques Azure à mettre en place, mais ça vous facilite grandement la configuration et c'est une configuration qui est classique pour un développeur Spring. Donc, j'allais dire, il n'y a rien à faire pour vous. Pour les utiliser, c'est très simple à comprendre. Tout est open source, c'est disponible sur GitHub. GitHub qui appartient aussi à Microsoft. Attention, on ne sort pas de Microsoft. On a un support, alors, d'un certain nombre de services, là je mets les plus importants. On a Active Directory pour la sécurité, le stockage, vous stockez des blobs. C'est l'exemple que j'ai utilisé juste après, donc le stockage, c'est important. Key Vault, c'est la sécurité, c'est des clés de sécurité. Cosmos DB, c'est une base de données NoSQL. Service Bus, c'est un bus de messages. Intéressant pour les développeurs Spring, on a un support de JMS qui va être encore peut-être en preview. On a un support de JMS dessus. Donc pareil, si vous faites du Spring JMS, voilà, ça marche. Et Application Insights, le dernier point, c'est tout ce qui est monitoring. Tout ça, généralement, c'est les services que les gens veulent utiliser. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les 6 gros services. Ce SDK, il a une particularité sympa pour les développeurs Spring. Là, par contre, je pense qu'on est les seuls à faire ça. Mais comme c'est une conf sur Spring Boot, je trouve que c'était intéressant de pointer un peu ça. Notre nouveau SDK est entièrement basé sur
le projet Reactor, donc c'est ce qu'on utilise dans Spring Web Flux, hein, c'est un projet Spring à l'origine. Donc vous pouvez avoir des applications réactives de bout en bout. Donc tout est disponible évidemment sur GitHub. Je vais vous donner un peu d'exemples parce que le mieux, c'est de montrer du code plutôt que de discuter. Réactif, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça fait? Donc là, alors ça, c'est un client. Ah oui, c'est la première fois que je fais ça, au fait. Hein. Je fais généralement pas de talk en français. Là, c'est l'occasion d'être en français. Et c'est un client français. J'ai un peu tout relié. On est à Claude Nord, j'en profite. Et donc, Christophe, c'est un de nos gros clients français. Je vais peut-être pas dire le nom. Enfin, alors, il m'a dit que tout ça, c'est lui qui m'a donné, il m'a donné le code, il m'a donné le screenshot. Hein, donc en plus, c'est un truc qui est ouvert sur GitHub. Hein. Donc, si vous voulez trouver quel client c'est, je pense qu'en cliquant, vous allez facilement trouver. On va dire, je vais pas dire le nom parce que on sait jamais. Donc, c'est un client qui utilise justement le SDK avec la partie réactive de Spring, et on voit qu'il a réussi à lire donc 19 millions de fichiers sur plus de 330 téra de données en moins d'1 heure. Donc, pour moi, là, il y a deux choses intéressantes pour nous. Je vous montre le code juste après. Ce qui est intéressant pour nous, il y a deux choses. En tant que développeur Spring, on voit que la partie réactive de Spring, j'allais dire, ça dépote pas mal. Et on voit aussi, en tant qu'utilisateur de cloud, si vous avez un cloud qui vous propose ce type de solution, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est particulièrement performant. Quand on regarde ici, c'est du Spring Reactor. Donc ça vous renvoie, je ne sais pas si vous connaissez l'API, ça vous renvoie des flux et des monos. On les voit ici sur le code. Et c'est ce qu'attend Spring Web Flux. Donc si vous faites du Spring Web Flux, c'est très facile de faire une requête, avoir un flux. Alors là c'est des blobs, donc avoir un flux de blobs et les renvoyer. Et vous, en tant que développeur, c'est extrêmement simple. Et vous avez des applications réactives de bout en bout, ce qui est quand même magique. Là, j'étais sur des API, il y a un peu spécifique Azure. Pourquoi? Parce que typiquement pour les blobs, il n'y a pas de quelque chose de standard. Le deuxième type d'API qui va vous gêner en termes de scalabilité, c'est la base de données. Là, tout le monde en a. Là, c'est quand même plus sympa parce qu'il y a une API qui est JDBC. Alors, pardon, il y en a deux aujourd'hui. Il y a JDBC quand vous êtes synchrone et R2DBC quand vous êtes développeur Spring et vous voulez faire du réactif. Généralement, en termes de scalabilité, c'est plutôt la base de données qui va vous limiter. Sur Azure, on vous propose trois types de solutions. Alors, je résume, parce que Azure, c'est énorme. Mais donc, vous avez des bases de données open source comme MySQL et PostgreSQL, alors, qui fonctionnent très bien, qui ont des drivers réactifs aujourd'hui. Vous pouvez faire du R2DBC avec. Ça fonctionne, entre autres, sur Azure. Je vais vous dire, la doc officielle, c'est moi qui l'ai écrite, donc je vous assure que ça marche. Une petite particularité sur PostgreSQL, sur Gipster. Alors, prochaine version de Gipster, on va avoir PostgreSQL par défaut, parce que nos stats montrent que c'est ce qu'utilisent le plus les gens. Alors, j'allais dire pour de bonnes raisons probablement, mais ce qui est surtout intéressant là, c'est de voir, j'allais dire, ce que font la plupart des gens, et les gens partent tous sur PostgreSQL en ce moment. Une petite particularité de PostgreSQL chez Microsoft, c'est qu'on a racheté une entreprise qui s'appelle Citus Data, qui fait un PostgreSQL scalable, donc en cluster. Et dedans, il y a pas mal de Français, donc ça, c'est mes collègues de Microsoft France. Donc c'est pour ça que c'est toujours sympa de faire un petit lien avec les Français. Claude Nord encore. Et donc voilà, on a ce support de MySQL et PostgreSQL et d'autres bases de données open source, bien sûr. Si vous voulez partir sur du propriétaire, il y a SQL Server. Microsoft fait SQL Server depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé avec SQL Server en 98, donc ça fait donc au moins 22 ans que Microsoft fait du SQL Server. Ce qui est sympa, c'est que SQL Server continue de progresser. Aujourd'hui, il y a des drivers réactifs, donc pareil avec Spring, vous pouvez faire du R2DBC avec SQL Server. Premier truc sympa. Deuxième truc sympa, c'est qu'on a un nouveau mode serverless. Alors, la blague, mais en fait, je garde ce truc surtout pour la blague. Parce que vous avez SQL Server serverless, c'est le nom le plus mauvais de la Terre. Donc, si vous enlevez le serveur d'SQL Server, il reste SQL. Mais bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que ce mode serverless fait que ça vous coûte zéro quand vous ne l'utilisez pas. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de démos, c'est une bonne solution parce que, alors, vous allez dire que je bosse chez Microsoft, je ne paye pas le cloud. Si je lance quand même 10 PostgreSQL et que je ne les utilise pas, à un moment, quelqu'un va me taper sur l'épaule en me disant qu'est-ce que tu trafiques. SQL Server serverless, ce qui est sympa, c'est que ça ne coûte rien quand vous ne l'utilisez pas. Donc là, j'en ai plein qui tournent et ça ne coûte rien et personne m'embête. Donc ça, c'est quand même une bonne solution. Et troisième solution qu'on propose, c'est Cosmos DB. Alors, ce n'est pas la seule base de données NoSQL disponible. Celle-là est spécifique Microsoft. Pareil, elle est scalable de 0 à l'infini. Il y a des nouveaux modes qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une partie serverless. Pareil, vous ne payez rien.
il y a un free tier et il y a aussi une partie maintenant, ce qui s'appelle auto-tuning. En fait, la particularité de Cosmos DB, c'est qu'il faut dire normalement à l'avance votre utilisation. Vous réservez en fait votre consommation. Et maintenant, avec l'auto-tuning, ça va bouger dynamiquement selon votre besoin. Donc là, quelqu'un, j'allais dire, de malin, ce que vous faites, c'est que vous prenez la version serverless qui vous coûte rien, vous mettez l'auto-tuning, et alors, effectivement, si vous avez beaucoup de clients, ça va vous coûter de l'argent à un moment, mais ça va vous coûter de l'argent si vous avez beaucoup de clients, ce qui est plutôt, j'allais dire, cohérent, et tant que vous n'en avez pas, ça coûte rien. Donc ça, c'est une solution que je trouve plutôt pas mal, si vous voulez partir sur du NoSQL. J'ai pas les bases de données. En lien avec les bases de données, il y a toujours le cache. Si vous voulez réduire votre facture, parce que je parlais un peu d'argent tout à l'heure, mais aussi améliorer les perfs, ce qu'il vous faut dans le cloud avec Spring, c'est du cache. Généralement, sur Spring, vous avez 2 caches que vous voulez utiliser. Nous, sur Gipster, c'est ce qu'on a depuis le début. C'est ma passion depuis le début, le cache. Il y a 2 choses. Spring Cache. Donc, Spring Cache, une abstraction Spring pour mettre des objets en cache. C'est très simple, c'est des get et des put, mais ça marche très bien. Et ensuite, vous avez le cache niveau 2 d'Hibernate. Là, c'est géré par Hibernate. Ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est peut-être un peu plus bas niveau, mais c'est aussi très très puissant. Donc sur Gipster, on propose les deux. À vous après de bien les utiliser. Il y a 3 types de caches. Alors là, je mets tous les caches supportés par Gipster. Honnêtement, on est peut-être allé un peu loin, parce que ça en fait 6 à maintenir. J'espère même qu'on va finir par en virer au final. Mais dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui de Spring Boot dans le cloud, c'est 6 caches, enfin c'est 3 types de caches plutôt, parce qu'il y en a 2 par type de cache. Ils sont très intéressants. D'abord, EH-Cache et Caféine, les caches locaux, ils marchent extrêmement bien, ils sont très simples, très performants, mais ils ont un problème, ils sont locaux. Donc, quand vous êtes dans le cloud et que votre objectif, c'est certainement de pouvoir scaler, ça ne va pas bien se passer avec eux. Donc, voilà, en gros, les prenez pas, sauf si vous avez des besoins extrêmement simples. Deuxième solution, les caches distribuées. Là, on propose un support d'Infinispan et d'Hazelcast, qui fonctionnent bien, mais qui sont quand même compliqués à configurer. Donc, sur Gipster, on a différentes astuces. Dans Azure, il y a aussi des astuces. Hein. Typiquement, il y a un support d'Hazelcast. Hein. J'ai bossé avec les gens d'Hazelcast il y a une bonne année là-dessus. Ils utilisent l'API interne d'Azure pour que les nœuds se retrouvent. C'est très malin. Ça marche certainement. Après, c'est quand même un peu compliqué à faire tourner. Et ensuite, une dernière solution, des caches distants. Donc là, Redis, même cache. Eux, alors, ils vont très bien fonctionner avec des applis que vous scalez parce qu'ils sont distants. Donc, si vous avez un nœud ou 10 nœuds, c'est la même chose. Ils appellent un Redis qui est distant. Donc, c'est plus simple, hein, j'allais dire, à scaler. Ça enlève beaucoup de problèmes qu'on a sur Infinispan ou Hazelcast. Après, c'est plus lent parce que de toute manière, vous faites un appel réseau qui est forcément infiniment plus lent. Enfin, pas infiniment, mais plusieurs dizaines de milliers de fois, centaines de milliers de fois plus lent qu'un appel local. Et aussi, c'est quelque chose qui vous bousille un peu votre JVM, parce que ça veut dire que vous avez des sérialisations et des sérialisations tout le temps, avec vos objets qui reviennent et qui repartent. Donc, voilà, c'est un peu plus brutal. Mais dans la pratique, c'est certainement ce qui est le plus simple à scaler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai un travail assez important sur Redis. Alors, sur Azure, on a un support de Redis hein, qui est double. On a ce qu'ils appellent Azure Cache, qui est la version open source en fait, de Redis, donc qui fonctionne bien, qui est pas cher. Et on a la version entreprise. Donc là, on a un partenariat avec Redis, l'entreprise. D'ailleurs, le développeur advocate, Tuc Dualgras, les Français, hein, j'étais avec lui la semaine dernière. Donc, eux, c'est une version entreprise. Ça rajoute des fonctionnalités et de la sécurité en plus de la version open source. Effectivement, avec un coût au bout, hein, mais là-dessus, Azure vous propose ce qu'on a très fréquemment. En fait, on a des partenariats avec les éditeurs, ce qui nous permet de vous proposer la version entreprise, si vous avez ce type de besoin. Après, vous avez toujours la version open source qui est disponible en cas de besoin. Une particularité, si vous faites du Spring avec Redis, même du Java, c'est que Redis n'a pas de librairie, enfin de driver Java officiel. Il y en a 3. Il y a Letus, Jedis et Redison. Les 3 sont, alors j'allais dire, officiellement supportés par Redis Labs, hein, l'entreprise qui fait Redis, mais ils ne sont pas développés par eux, c'est des produits open source, des projets open source, pardon. Donc sur Gipster, nous on utilise Redison. Alors la seule raison pour laquelle on le fait, c'est que Redison a un support du cache niveau 2 d'Hibernate. Donc si vous faites du Spring, enfin du Hibernate, c'est génial. Vous avez un cache niveau 2 d'Hibernate qui fonctionne avec, et vous êtes scalable dans le cloud. Je trouve ça génial, c'est pour ça qu'on l'utilise.
Après, si vous avez des besoins plus simples, vous faites du Spring Cache, étudiez G10 et Letus, qui sont quand même plus simples. Parce que Redison, derrière, il y a aussi une boîte, ils veulent vous vendre du support, etc. Donc, voilà, mon petit conseil. Avançons un petit peu parce que je suis en train de voir que le temps presse, il me reste 10 minutes. On a parlé des différentes options pour déployer dans le cloud. On a parlé maintenant des différents librairies et outils pour scaler. Maintenant qu'on part dans le cloud, il faut parler de déploiement continu. Vous n'allez pas déployer tout le temps vos applis à la main, hein, vous allez vouloir l'automatiser. Pour ça, déjà, il vous faut une chaîne de déploiement continu. Alors, il y en a des dizaines. Hein, à nouveau, je m'appuie sur Azure. Nous, on a deux choses sur Azure. On a Azure DevOps, qui est notre chaîne, j'allais dire, traditionnelle, extrêmement complète. Hein. C'est de loin la plus complète. Ça fait énormément de choses. C'est très orienté .NET. Donc, en tant que développeur Java, si vous n'avez pas utilisé ça, c'est un peu normal. C'est les gens qui font du .NET qui connaissent. Et on a une deuxième chaîne qui est en train d'arriver, c'est GitHub Actions, hein, parce que GitHub appartient à Microsoft. C'est l'exemple que j'ai mis là. GitHub Actions, aujourd'hui, déjà très connu, en train de grossir énormément parce que tout le monde est sur GitHub. Sur Gipster, on est sur les deux, en fait. En fait, les deux ont des tiers gratuits très, très importants pour les projets open source. Ah oui, alors, c'est pas parce que je bosse chez Microsoft, en fait. C'est gratuit pour tout le monde, pour tous les projets open source. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dessus. On est en train de tout migrer sur GitHub Actions parce que c'est plus puissant par rapport à ce qu'on fait et c'est très bien d'adapter à du Java. Il y a des gens, j'allais dire, qui aiment bien bidouiller un peu. Et nous, c'est notre cas sur Gipster. Donc, aujourd'hui, je pose beaucoup GitHub Actions. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un outillage qui vous prend votre code, le compile, le teste et le déploie. Pour le déployer, il va y avoir deux manières de faire. Déjà, donc, ce qu'on propose, nous, sur Azure, c'est des plugins Maven et Gradle pour déployer votre code. Alors, si vous n'avez pas ce type de choses dans d'autres clouds, vous pouvez le faire aussi à la main. Hein. Mais c'est vrai qu'un plugin Maven ou Gradle, c'est plus simple pour un développeur Java. Et en l'occurrence, un développeur Spring, parce que vous savez déjà l'utiliser. Hein. Ils font deux choses, ces plugins. Ils sont capables de créer votre infrastructure. Donc, si vous avez, par exemple, vous déployez sur notre pass, vous n'avez pas d'instance de créer, ils peuvent créer l'instance pour vous et ensuite déployer le code. Je ne suis pas très fan de la partie infrastructure, pour être franc. On va en parler après. Je suis très fan, par contre, de la partie qui déploie automatiquement votre code, parce que c'est toujours embêtant à faire, et un plugin Maven, finalement, c'est le plus simple, et ce qui se met plus facilement dans une chaîne d'intégration continue d'un projet Spring. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, et c'est open source aussi sur GitHub. Pour déployer, par contre, moi, ce que j'aime bien, alors là, j'allais dire, tous les grands clouds ont quelque chose d'équivalent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Terraform. Donc Terraform, c'est un outil alors open source, enfin, vous savez, une version open source, une version entreprise. Hein, si vous voulez travailler en équipe, c'est la version entreprise. Mais j'allais dire pour des gens normaux, il y a une version open source qui est très largement suffisante. Ce qui est intéressant avec Terraform, c'est que vous pouvez décrire votre environnement et le déployer et le reproduire facilement. Donc là, j'ai un petit exemple de. J'ai pas pu tout mettre, hein, mais c'est ce que je fais pour déployer une application Gipster sur Azure App Service. Donc là, il y a une spécificité à votre cloud parce que la configuration est particulière au cloud. Hein. Là, vous voyez par exemple, j'ai une version de Linux et de Java, c'est spécifique à Azure. Mais je dirais tous les clouds vont avoir un support de Terraform. Donc après, j'allais dire, changer de cloud est plus simple si vous êtes avec du Terraform parce que vous allez avoir quelque chose d'équivalent. Après, si vous voulez être sur du pur Azure, nous, notre solution, ça s'appelle ARM, ARM, qui est alors plus puissant, peut-être plus à jour, mais qui n'a pas tous les, je dirais, tous les mécanismes de Terraform. Tiens, oui, alors, je pense que là, c'est un truc Visual Studio Code. Ils ont livré il y a 1 heure, ils ont un support, un language server sur Visual Studio Code. Vous allez avoir de l'autocomplétion dedans. Ça, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça sur Terraform. Donc, ils sont quand même j'allais dire Terraform, c'est une solution qui a quand même une avancée qui est quand même très, très nette dans le secteur. Donc là, on a parlé déploiement continu, donc création de l'infrastructure et déploiement de nos projets Spring Boot dans le cloud. Maintenant qu'on a déployé, et je vais terminer par là parce qu'il reste 7 minutes, il faut gérer la production. Tenez, je vais regarder les questions, s'il y a des questions. Comme ça, j'essaie de les faire en même temps. Il n'y a pas de questions. Pourtant, il y a pas mal de monde. Vous n'êtes pas très bavard. Ah si, attendez, j'étais sur le QNM, il y a aussi un chat. Quelqu'un
quelqu'un qui dit qu'il voit toujours la même slide. Bah, écoutez, j'espère que ça passe. Ah oui, il y a des gens qui répondent qu'ils voient les slides. Bon. J'ai dû rester un moment sur la même. Donc, on va passer production. Donc, gérer la production. Pardon. Hop. Il y a 3 choses en fait, pour gérer sa production. Enfin, il y a 3 choses. Il y a multiples choses, mais il y a 3 choses principales ici par rapport à Spring. Spring, déjà, vous êtes censé suivre les 12 factors. Donc, sortir vos logs via la sortie standard. Les logs par défaut de Spring Boot sont pas mal. Sur Gipster, on a tendance à les reconfigurer. Et aussi, on vous rajoute un petit bin Spring pour les modifier à chaud avec une petite interface graphique. Donc, si vous êtes fan de log, je vous encourage à regarder ce qu'on fait sur Gipster. Alors, soit faire du Gipster, soit copier-coller ce qu'on fait. Hein, c'est open source. Donc, si ce qu'on fait vous plaît, mais que vous ne voulez pas faire de Gipster, vous pouvez toujours copier-coller notre mécanisme. L'intérêt des logs ici, c'est d'avoir donc déjà les modifier à chaud et qu'ensuite ça parte dans Azure où on a une gestion des logs centralisée avec un système de requêtage et vous pouvez trouver vos logs. Vous avez soit des logs temps réel, donc pas très facile à requêter mais en temps réel, soit des logs donc dans un système d'analyse de logs qui eux sont requêtables avec un langage de requête un peu riche. Par contre, bah, ça met, ils ont, je sais pas, 2-3 minutes de retard par rapport au temps réel. Deuxième chose qu'on propose, c'est du monitoring. Ça, pareil, tous les clouds vous proposez ça sur du Spring Boot. Nous, il y a quand même 2 petites particularités. Première chose, on a un agent Java qui vient instrumenter votre code automatiquement pour pouvoir remonter des informations. Alors, j'ai des petits exemples après. Je pense qu'il vous faut ça quoi que vous fassiez en prod sur du Spring. Parce que, comme toute application Java, vous aurez des problèmes de perf. Et c'est très intéressant d'avoir un outillage de monitoring de la prod fin, qui est capable de vous dire à la méthode près ce qui se passe. Donc il y a beaucoup d'outils payants qui font ça. Nous, c'est intégré dans Azure. Après, voilà, vous pouvez certainement avoir un équivalent ailleurs, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, Spring Boot a une particularité aussi, c'est que vous avez les starters Actuator qui vous exposent beaucoup de données. Alors là, sur Gipster, on a un gros travail, nous, pour les analyser. Donc, on a ce qu'il faut avec du Elasticsearch pour analyser ça. Dans Azure Spring Cloud, on a aussi un support spécifique de ces actuateurs-là. Je pense que pareil, si vous partez en prod avec Spring Boot, c'est très important d'activer les actuateurs. Vous verrez, je sais pas, votre pool de thread de la base de données. Vous allez voir que la base de données est pleine. Ce qui fait que, typiquement, votre CPU est bas, la RAM est basse, tout va bien, mais en fait, votre application, elle n'avance pas. Pourquoi? Parce que le pool de connexion est plein. Typiquement, vous pourrez le voir grâce à Actuator, et sans ça, vous ne le verrez pas. Donc ça me paraît un point extrêmement important à voir. Alors bientôt, ça c'est de la preview, c'est pas, c'est officiel, enfin en tout cas on en parle, mais c'est pas encore utilisable. On aura aussi dans Azure bientôt la capacité de faire du profiling des serveurs de prod. Donc ça, il y a quelques clouds déjà ou quelques outils propriétaires qui proposent ça. Ça vous permet de profiler votre appli en prod. C'est un vrai problème de perf, c'est ce qu'il faut avoir. Et pour Spring, c'est très important. Moi, j'ai fait ça pendant des années avant, avec des outils propriétaires, hein, bien sûr. C'est extrêmement utile quand vous avez un problème de prod. J'ai mis quelques copies d'écran pour voir ce que c'est censé donner. Mais donc là, c'est une application Gipster que j'ai déployée hier soir sur du App Service. On peut voir ici en bas que je vois les URL qui sont appelées, et en fait même les méthodes qui sont appelées, et je peux voir donc, déjà le nombre d'appels, les perfs, etc. Et surtout, je peux faire du drill down et voir les problèmes. Donc là, alors en plus, je l'ai fait hier soir, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai eu un problème au moment, j'ai ma base de données qui a pété. Ce qui est bien, c'est que comme ça, on voit tout de suite, le truc lance une alerte. Alors déjà, il vous a fait une map automatique. Il a vu, tiens, il y a une application Java, elle parle à MySQL, ils sont reliés entre eux. J'ai rien fait, hein, j'ai rien codé. Ça, il découvre automatiquement. Et il va vous dire, tenez, il y a 1,5% d'erreur. Et si vous cliquez, vous allez pouvoir faire du drill down et voir quel est le type d'erreur. Donc ça, en prod, c'est, j'allais dire, essentiel à avoir. Et un dernier petit graphisme. Alors, c'est pas encore le profiling, mais vous voyez qu'on a déjà des choses là-dessus. On est capable aujourd'hui d'avoir des metrics live sur votre projet. Donc, en fait, là, vous pouvez voir votre application Spring en prod et voir le nombre d'appels, le CPU, etc. On a déjà une petite idée de ce qui est en train de se passer. Si vous êtes un petit peu, voilà, en ce moment, il y a Black Friday, ah non, c'est la PS5 qui est réalisée. Donc, il y a tous les sites de e-commerce qui tombent. C'est sympa d'avoir ça et de voir ce qui se passe, si vous voulez éviter que ça tombe. Quand la Xbox est sortie, parce que je parle PS5, je suis Microsoft, donc je parle Xbox. Donc quand Xbox, la Xbox X va sortir, ça ne doit pas tarder.
si ce n'est pas déjà fait. Je suis désolé là-dessus, je ne suis pas au taquet sur les Xbox. Mais dès que Xbox sort, pareil, c'est intéressant d'avoir, quand vous êtes un site de e-commerce, de savoir ce qui se passe et de pouvoir gérer la prod. Tiens, un petit mot là-dessus. Je parle au tout début d'Azure Spring Cloud, donc Spring Boot dans le cloud, pour le coup, vraiment. Donc moi, je bossais avec des clients en Chine il y a 2 semaines. C'était Singles Day, vous savez, c'est le jour des célibataires en Chine. Donc là, on est avec des gros clients chinois qui ont vraiment des millions et des millions d'utilisateurs. Et on a tenu le choc avec Azure Spring Cloud. Alors, on a un peu surprovisionné au début, on ne va pas vous mentir, pour que ça tienne le coup, mais voilà, c'est un pass. Le client, c'est une énorme boîte chinoise qui a, je crois, 25 000 boutiques physiques. Donc en ligne, je n'ose pas imaginer le nombre de personnes. Ces gens-là ont tenu le choc du jour des célibataires en Chine grâce à Azure Spring Cloud, parce qu'on était derrière à monitorer pour eux et à gérer pour eux la prod. Donc à nouveau, c'est l'intérêt d'un pass, hein. C'est que vous avez des gens, j'allais dire, expérimentés et un cloud avec outillé qui vous permet comme ça de tenir la charge. Voilà, je suis à 1 minute de la fin du talk, donc je voulais conclure vite fait et regarder aussi à nouveau le chat. Donc on a vu plusieurs manières de déployer ces applications dans le cloud, hein. On part de la VM, en passant par les conteneurs jusqu'au PaaS. Donc il y a une partie vous avez un gros contrôle, une partie où vous avez beaucoup de productivité. On a vu qu'un outil, enfin un cloud comme Azure vous fournit beaucoup d'outils. Les clouds équivalents proposent le même genre de choses. À nouveau, là, c'est mon exemple, c'est mon implémentation, mais j'allais dire tous les grands clouds ont quelque chose d'équivalent. Ce qui est important, c'est de les connaître, de voir les besoins, les étudier et ensuite de prendre le meilleur choix sur votre problématique. Ce qui est super sympa quand on fait du Spring, c'est, comme on l'a vu, Spring propose des API portables, déjà d'un PaaS ou d'un cloud à l'autre. Ça, c'est quand même super, donc votre code peut migrer. Et propose aussi un support. Alors, on a vu les services Ubuntu, les images Docker, le réactif. Spring propose un support de l'ensemble de tout ce qu'on a vu qui est très avancé. Je pense que c'est le seul framework, déjà en Java, mais même global dans le monde, qui propose un support aussi avancé de l'ensemble de ces technos. Si je reprends, on va reprendre le serverless, parce que je trouve que c'est mon dada du moment. Donc, ils ont un support de tous les grands clouds, de toutes les plateformes serverless des grands clouds, qui vous permettent de migrer d'un cloud à l'autre avec votre même API Spring, ce qui est quand même assez extraordinaire, et vous donne comme ça une grande liberté de choix. Et après, à vous, suivant vos contraintes, vos besoins, vos envies, vos coûts, vous pourrez ainsi utiliser le meilleur outil. Et bon, et là-dessus, j'espère évidemment que vous choisirez Azure. Pas parce que j'y bosse, mais parce que je pense aussi qu'on propose un service quand même de qualité à ce niveau-là. Étant donné qu'on est pile à la fin, si vous avez des questions ou du feedback, alors déjà on peut en parler. Ah, je vois le Q&A qui chauffe. Il y a 2 Ah, c'est questions. cool. Je pense qu'on a une qui a déjà répondu Ah, directement. La oui, question était arrivée juste avant ta réponse. Concernant les solutions d'APM. oui. Alors, donc, remarque, non, je peux aller un peu plus loin. Il y a 3 choses sur Azure. Déjà, vous pouvez installer ce que vous voulez, hein, à nouveau, sur une VM, quelque chose comme ça, vous mettez la solution d'APM qui vous plaît. Ensuite, on a des partenariats avec des grosses solutions d'APM, hein, les Dynatrace, etc. Alors, remarquez, je ne dis pas non parce que je ne bosse pas trop là, sur ces parties-là, donc je ne vais pas me tromper. Mais c'est sûr qu'on a des partenariats avec les gros fournisseurs d'APM. Donc là, vous pouvez le choisir sur la marketplace. C'est intéressant de passer par notre marketplace pour une raison simple, hein, quand vous êtes chez un gros compte, c'est comme c'est déjà, vous savez, le billing, les contrats, tout est déjà fait. Généralement, les services achats, ils aiment bien, c'est plus simple que si vous commencez à installer 3-4 trucs et qu'il faut à chaque fois refaire des contrats. Généralement, ça passe pas mal. Et puis surtout, moi, c'est la partie sur laquelle je travaille en ce moment, on a notre APM interne. Donc, aujourd'hui, c'est un agent Java qui va donc monitorer au niveau des méthodes et bientôt va pouvoir faire du profiling. Lui, il est gratuit. Enfin, il est gratuit. Après, forcément, ça renvoie plus de données dans Application Insight et vous payez le stockage de la donnée. Donc, c'est pas très cher, mais il y a quand même un coût au final, hein, on va pas se mentir. Je bosse beaucoup avec ces gens-là. C'est très intéressant cette partie-là. Parce que déjà, donc c'est très peu cher. C'est très adapté au Java. Ça devrait être suffisant pour, je dirais, les besoins normaux. Si vous l'avez déjà utilisé, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même version de cet agent-là sur tous nos services. On est en train de tout mettre à jour. Donc, l'idée, c'est que
bientôt, comme je ne connais pas les dates publiques, je dis bientôt parce que je n'ai pas de date, vous aurez la même chose sur Azure App Service, Azure Spring Cloud, Azure Function. Donc, quel que soit le service Java que vous utilisez dans Azure, vous aurez le même APM à la même version. Je dis ça pour ceux qui l'utilisent déjà aujourd'hui. Soyez pas surpris si aujourd'hui c'est un petit peu brouillon. Ok. C'est en train de changer. Et il y avait une deuxième question. Comme tu as indiqué que tu utilisais beaucoup GitHub Action, que tu poussais énormément GitHub Action, une question de je sais pas qui. Est-ce qu'on peut tester des GitHub Action en local? Eh ben, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Non, alors je sais qu'on peut avoir son propre runner GitHub Actions, mais c'est pas en local dans ce cas-là. Parce que je sais pas si c'est parce que la personne veut tester ou si c'est pour payer Euh, moins cher. non, je pense Si que c'est ça peut pour être pour payer tester, je pense. Je sais pas. Si quelqu'un peut mettre dans le chat. après parce que pour tester en local, ça me dit rien. Et si c'est pour payer moins cher, donc vous pouvez avoir vos propres runners. Alors, j'ai jamais fait. Je crois qu'il y a des petits problèmes de sécurité, mais après, si c'est pour votre propre code, vraiment, vous avez confiance. Hein. Enfin, c'est-à-dire que si c'est dans votre boîte, pour vous-même, ça va. C'est pour les runners que vous lancez en public sur un projet open source, avec votre propre, si c'est votre propre machine, je le ferai peut-être pas. Bon, après, pour les histoires de coûts, il faudrait voir pour l'open source. Bon, alors, sur Gipster, on n'a rien fait de spécial. Hein. C'est pas parce que je bosse avec eux que j'ai fait quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est infini. J'ai pas regardé, mais il y a tellement de crédits sur l'open source qu'on est tranquille. Les versions entreprises, alors, très honnêtement, je connais pas les coûts, mais je vois tout le monde qui part dessus parce que c'est plus simple. Après, là, c'est des accords qui me dépassent. Ah oui, alors moi, je suis pas commercial, hein. Donc moi, sur la partie coûts, etc., je suis Je pas vais le en meilleur. profiter pour faire un peu de pub. Si vous êtes intéressé par GitHub Action, juste après Julien, il y a Antoine qui va parler de ça. Donc, il va peut-être répondre à la question. Voilà. Ah bah Voilà. oui, Euh, ah, parfaite un peu réponse, merci. je sais pas, d'ailleurs, il est plus là, Antoine Méozon, dans le chat, mais il aurait pu répondre. Il répondra peut-être tout à l'heure. Ah, calmez-vous, il dit. Calmez-vous. Il va pas chercher la réponse pour tout à l'heure. Bon, bah, on coupera au montage et puis on mettra quand il fait la réponse. Merci beaucoup, Julien. Bah, merci à tous, merci beaucoup et À puis très bah, à bientôt. très bientôt. Bonne fin de journée à toi. Salut. Merci, au revoir.